Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Je suis prête à écarter les jambes pour obtenir un abri et de la nourriture, déclara la femme, et dans les yeux sombres de cette veuve, il n'y avait aucune trace de honte ni aucune supplication, seulement la certitude vide et glaciale de quelqu'un qui avait déjà calculé le coût terrible de sa propre survie. Je ne possède rien d'autre, ajouta-t-elle, son accent apache rendu épais par le froid mordant, pas la moindre pièce de monnaie, aucune famille vers qui me tourner, juste ce corps, alors prenez-le en échange du gîte et du couvert, ou bien laissez la tempête achever ce qu'elle a commencé. Derrière Calder Brox, le petit allaitement de surprise d'Annie, sa fille de 7 ans, perce à l'instant, marquant la rencontre brutale entre une confusion innocente et la dureté du monde adulte, juste là, sur le seuil fragile séparant la chaleur du foyer de la mort certaine. La veuve géante ne tressaillit pas, ne baissa pas le regard et ne s'excusa pas de se réduire à une simple monnaie d'échange, car lorsqu'on est une veuve qui fuit depuis 6 mois à travers un territoire qui vous perçoit à la fois comme une sauvage et une aberration, la dignité devient un luxe que l'on ne peut plus s'offrir. Mais Calder Brox, veuf lui-même depuis 3 ans, éleveur luttant pour nourrir sa fille durant les hivers impitoyables du Wyoming, fit quelque chose que la veuve géante n'avait jamais prévu, car il lui dit de garder sa dignité d'une voix calme mais inébranlable, affirmant qu'il lui offrirait les deux gratuitement. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois, comme si ces paroles appartenaient à une langue oubliée, et murmura que les hommes ne faisaient pas cela, sa voix se brisant comme la glace qui cède sous le poids, ce à quoi Calder répondit que cet homme-ci le faisait, et il s'écarta pour ouvrir la porte plus grand. Malgré le froid qui s'engouffra à l'intérieur, malgré le choc qui faisait encore trembler le petit corps de sa fille et malgré chaque avertissement hurlant dans sa tête de ne pas faire entrer une étrangère chez lui, la veuve géante resta là un autre instant, attendant que le piège se referme, attendant qu'il nomme son prix, car 6 mois de fuite lui avaient appris que la pitié était toujours accompagnée d'une facture. Cependant, Calder resta simplement là, une main posée sur l'épaule d'Annie pour la rassurer, l'autre tenant la porte ouverte contre le vent qui voulait la claquer, et lui ordonna d'entrer car elle était en train de mourir debout. Elle fit un pas en avant et ses jambes lâchèrent, mais Calder la rattrapa avant qu'elle ne heurte le sol, grognant sous son poids car elle n'était pas seulement grande, elle était solide, tout en musclé en os endurci par la survie, et il aboya à Annie d'aller chercher des couvertures, ce que sa fille fit en courant, reconnaissante d'avoir une tâche à accomplir plutôt que de rester la noyer dans la confusion. Il traîna la veuve géante vers la cheminée, ses pieds nus laissant des empreintes ensanglantées sur le plancher en bois, sa peau si froide qu'elle brûlait ses mains, et ses yeux se fermèrent si bien que pendant une terrible seconde, il crut qu'elle était morte là dans ses bras, mais sa poitrine se souleva soudain avec une respiration rauque et superficielle. Annie revint avec toutes les couvertures de la maison empilées dans ses petits bras, sa tresse blonde rebondissant alors qu'elle courait, et ils enveloppèrent la veuve géante comme s'ils tentaient de sauver un veau gelé, empilant laine et coton sur son cadre frissonnant. Annie demanda dans un murmure si elle allait mourir, ses yeux bleus immenses de peur, et Calder répondit que non, pas s'il pouvait l'aider, et il le pensait avec une férocité qui le surprit lui-même. Il fit chauffer de l'eau sur le poêle, força du bouillon entre les lèvres bleues de la veuve et frotta ses pieds gelés jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, tandis qu'Annie s'asseyait tout près, observant cette étrangère avec le genre d'horreur fascinée que les enfants ressentent lorsqu'ils voient quelque chose à la fois terrible et merveilleux. « Elle est si grande, papa » souffla Annie, demandant pourquoi, et Calder répondit que certaines personnes l'étaient simplement, l'appelant son petit oiseau, mais même lui ne pouvait s'arrêter de la fixer car il avait vu des femmes grandes auparavant, mais Onata était tout autre chose, mesurant près de 2 mètres de force brute, avec des épaules larges comme celles d'un homme et des mains qui pourraient probablement lui briser le cou si elle le voulait, et pourtant, allongée là, enveloppée dans des couvertures près de son feu, tremblant comme un animal blessé, elle semblait presque fragile. Pendant 1 heure, ils travaillèrent en silence, rompus seulement par le crépitement du feu et le hurlement du vent, puis les yeux de la veuve géante s'ouvrirent, sombres et lasses, scannant la pièce comme un animal piégé cherchant des issues, et elle demanda d'une voix râpeuse où elle se trouvait. Calder répondit que c'était son ranch, à Red Oak Basin, dans le territoire du Wyoming, et elle essaya de s'asseoir, échoua, réessaya, alors Calder posa une main douce mais ferme sur son épaule pour la calmer, lui assurant qu'elle était en sécurité, mais ce mot la fit rire d'un son amer et brisé qui n'avait rien à voir avec la joie. Elle déclara qu'elle s'était offerte à lui, que de fait il l'avait tirée à l'intérieur, et demanda quand elle devait payer, ce qui fit tordre quelque chose de douloureux dans la poitrine de Calder qui répondit qu'elle ne payait pas. Elle le fixa comme s'il parlait une langue étrangère, alors il répéta qu'elle devait garder sa dignité et qu'elle ne lui devait rien, mais la mâchoire de la veuve géante se serra et soudain elle parut dangereuse à nouveau, toute cette hauteur et cette force enroulées comme un ressort, affirmant que les hommes ne donnaient pas gratuitement, que les hommes prenaient toujours. Calder soutint son regard sans sourciller et dit que lui ne le faisait pas,
expliquant que sa femme était morte il y a 3 ans et qu'il savait ce que c'était de n'avoir plus rien, refusant de prendre à quelqu'un qui avait déjà tout perdu. Quelque chose vacilla dans les yeux de la veuve, quelque chose qui aurait pu être de l'espoir ou de l'incrédulité, et elle regarda au-delà de lui vers Annie qui se cachait derrière la chaise de son père, petite et blonde et impossiblement innocente, notant que sa fille avait entendu son offre sordide. Calder confirma doucement et demanda à Annie de monter à l'étage, et quand la petite fut partie, ses pas lents dans l'escalier, le silence sembla plus lourd tandis que les mains de la veuve se crispaient dans les couvertures. Elle demanda pourquoi il la refusait, pourquoi il risquait d'amener le danger chez lui pour une étrangère, et Calder répondit que c'était la veille de Noël, qu'elle était un être humain et qu'il avait passé 3 ans à souhaiter que quelqu'un ait été là pour sauver sa femme quand elle en avait besoin, ajoutant qu'il ne pouvait pas changer le passé mais qu'il pouvait changer cette nuit. La veuve géante ferma les yeux, une larme unique glissant sur sa joue burinée, et chuchota qu'elle s'appelait Onata, ce à quoi il répondit qu'il était Calder et que la fille qui venait de monter était Annie. Le nom Onata semblait étrange dans sa bouche, étranger et tranchant, et lorsqu'il demanda ce qui lui était arrivé, elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas, mais elle finit par parler d'une voix plate et vide de tout sauf de la vérité. Elle raconta qu'il y a 6 mois, un homme blanc nommé Franklin Boyd était venu à son village, un traître qui la convoitait, et que lorsque son mari Thomas avait refusé, Boyd avait attendu que les hommes soient partis chasser pour revenir avec des fusils et du feu, brûlant tout et tuant tout le monde, y compris son mari qui était mort en essayant de l'arrêter. Elle avoua avoir fui, ses mains se recroquevillant en poing, et expliqua que Boyd la cherchait, qu'il pensait qu'elle était à lui maintenant, qu'il l'avait gagnée en faisant d'elle une veuve et qu'elle devrait être reconnaissante qu'il l'ait laissée en vie, le tout tandis que le feu crépitait. Dehors, le blizzard hurlait et Calder Brooks, veuf et père, éleveur survivant à peine dans l'hiver brutal du Wyoming, prit une décision qui changerait toute leur vie, déclarant que Boyd devrait passer par lui d'abord. La veuve géante le fixa, cherchant des mensonges sur son visage, cherchant le moment où sa pitié se transformerait en possession, mais elle ne vit qu'un homme fatigué avec des yeux bienveillants et une cicatrice sur la mâchoire, un homme qui avait perdu autant qu'elle et croyait encore au bien. Elle demanda pourquoi à nouveau, plus doucement cette fois, et Calder répondit qu'elle méritait mieux que ce que le monde lui avait donné et que sa fille avait besoin de voir que la bonté existait encore. Pendant 3 jours, Onata attendit que le paiement soit réclamé, dormant dans l'ancienne chambre de Margaret où le lit était trop court pour elle si bien que ses pieds dépassaient, et chaque nuit elle restait éveillée, écoutant les pas de Calder dans le couloir, mais il ne venait jamais. Chaque matin, elle se réveillait surprise de porter encore la chemise de nuit qu'Annie lui avait donnée, surprise que sa porte soit toujours fermée, surprise d'être toujours seule. Le 4e jour, elle trouva Calder dans la grange en train de brosser son cheval et resta dans l'encadrement de la porte à le regarder travailler jusqu'à ce qu'il la remarque enfin, et elle lui fit remarquer qu'il ne l'avait pas touchée, ce qui n'était pas une question mais un constat de fait qui la confondait plus que tout dans ce monde étrange où des hommes donnaient abri et nourriture sans exiger de chair en retour. Calder posa la brosse et se tourna vers elle pour répondre simplement qu'il ne le ferait pas. La veuve géante fit un pas de plus, sa hauteur rendant la grange plus petite, insistant sur le fait qu'elle avait offert et qu'il avait accepté en la faisant entrer, ce qui en faisait un marché, mais Calder refusa cette logique d'une voix douce mais ferme, disant qu'elle était mourante et que les gens désespérés offraient des choses qu'ils ne devraient pas avoir à offrir, ce qui ne rendait pas juste de les accepter. Les mains d'Onata se serrèrent sur ses côtés, disant qu'elle ne le comprenait pas, et Calder sourit tristement, suggérant que cela signifiait peut-être qu'elle avait fréquenté le mauvais genre d'homme. Elle voulut argumenter, voulut le pousser jusqu'à ce qu'il prouve qu'il mentait ou qu'il disait une vérité impossible, mais la voix d'Annie appelant pour le petit déjeuner brisa le moment, et Calder passa devant Onata en lui disant qu'elle était la bienvenue pour rester aussi longtemps qu'elle en avait besoin, sans condition, sans dette, juste rester. Janvier arriva avec un froid si brutal qu'il fit paraître le blizzard de Noël clément, et le ranch devint un petit univers de 3 âmes apprenant à graviter les unes autour des autres dans la promiscuité de la survie. Onata guérissait lentement, les cicatrices de gelure sur ses pieds passant du rouge colère au rose pâle, sa force revenant par un crément qui la surprenait elle-même, car elle s'était attendue à être faible pour toujours, vidée par le chagrin et le froid, mais le corps a sa propre volonté obstinée de vivre. Dès la 2e semaine, elle refusa de rester oisive et trouva Calder en train de couper du bois derrière la maison, sa silhouette maigre luttant avec une bûche particulièrement épaisse, et elle prit la hache de ses mains sans demander la permission. « Laisse-moi faire, dit-elle, et Calder ouvrit la bouche pour protester puis la referma en voyant la lueur dans ses yeux, alors la veuve géante balança la hache avec une précision qui venait d'années de vie à la frontière, fendant la bûche en un coup net, puis une autre, et une autre. Calder observa en silence alors qu'elle venait à bout de la pile avec laquelle il s'était battu toute la matinée, sa hauteur et sa force transformant un labeur brutal en quelque chose de presque gracieux, et quand elle eut fini,
à peine essoufflée, elle lui rendit la hache en déclarant qu'elle gagnerait son pain. Calder commença à dire qu'elle n'était pas obligée, mais elle l'interrompit, ses yeux noirs féroces, disant qu'elle le voulait, non pas parce qu'elle lui devait quelque chose, mais parce qu'elle avait besoin de savoir qu'elle valait plus que ce qu'elle avait offert à sa porte. Calder comprit alors que ce n'était pas une question de dette mais de dignité, de se prouver à elle-même qu'elle pouvait être valorisée pour autre chose que son corps, alors il accepta doucement, à condition qu'elle se repose quand elle en aurait besoin. Elle hocha la tête une fois, sèchement et avec certitude, et à partir de ce jour, elle se tissa dans le rythme du ranch comme si elle avait toujours été là. Annie suivait Onata partout, une petite ombre blonde traînant derrière la veuve géante avec des questions sans fin, demandant pourquoi elle était si grande, si ça faisait mal quand ses pieds gelaient, si elle pouvait lui apprendre à fendre le bois comme ça, si elle savait pister les animaux et ce que c'était d'être apache. Onata répondait à chaque question avec patience, ce qui la surprenait car elle ne s'était jamais considérée comme quelqu'un qui comprenait les enfants, mais Annie n'était pas comme les enfants blancs qui lui avaient jeté des pierres dans les villes qu'elle avait traversées, car Annie la regardait avec curiosité au lieu de peur, avec émerveillement au lieu de dégoût. Un après-midi, alors que Calder vérifiait les clôtures, Annie apporta à Onata une pile de papiers couverts de dessins soignés, disant timidement qu'elle les avait faits pour sa maman, mais comme elle était au ciel maintenant, elle pensait qu'Onata les aimerait peut-être. Onata prit les papiers avec des mains précautionneuses, étudiant chaque dessin de chevaux, de fleurs et d'une famille de 3 se tenant par la main sous un soleil, et sa gorge se serra en disant que c'était magnifique, appelant Annie « petit oiseau », un surnom apache qui fit rayonner la fillette. Annie raconta que son papa disait que sa maman aimait dessiner aussi et qu'elle lui avait appris avant de mourir, demandant ensuite si la maman d'Onata lui avait appris des choses. Onata resta silencieuse un long moment, se souvenant des mains guidant les siennes pour apprendre à perler, à tanner les peaux, à lire les histoires que la terre racontait dans les traces et les branches cassées, et finit par dire qu'elle lui avait appris à écouter le vent, les animaux et le silence entre les mots. Annie pencha la tête, considérant cela, et demanda si elle pouvait lui apprendre, ce à quoi Onata répondit que si son père le permettait, elle le ferait, et Annie affirma avec la certitude absolue d'un enfant à qui on n'a jamais refusé ce qui comptait que son papa l'aimait bien et qu'il souriait plus quand elle était là. Cette nuit-là, après qu'Annie se fut endormie, Onata trouva Calder assis sur le porche malgré le froid, fixant le pâturage enneigé, et elle s'assit sur la marche à côté de lui, leur différence de taille l'obligeant à s'asseoir plus bas pour être à la hauteur de ses yeux. Elle lui rapporta les paroles de sa fille sur le fait qu'il souriait plus, et Calder la regarda, surpris, demandant si c'était vrai, et après un long silence, il admit que Margaret était morte en accouchant avec le bébé, et que depuis 3 ans, cette maison ressemblait à une tombe où il était piégé, faisant semblant de vivre parce qu'Annie avait besoin de lui. Mais il ajouta qu'elle avait ramené quelque chose, non pas Margaret car il n'essayait pas de la remplacer, mais la vie elle-même, la possibilité de vivre. La veuve géante sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de chaud et de terrifiant, et confia doucement qu'elle pensait être morte aussi quand Boyd avait tué Thomas et brûlé tout ce qu'elle connaissait, qu'elle pensait que la femme qu'elle était avait péri dans ce feu et qu'elle se contentait de marcher dans sa peau en attendant que son corps réalise qu'il devait s'arrêter. Calder se tourna pour la regarder pleinement, ses yeux captant les siens au clair de lune, et lui dit qu'elle n'était pas morte, qu'elle était la personne la plus vivante qu'il ait rencontrée en 3 ans, et bien qu'elle voulut détourner le regard de l'intensité de ses yeux, elle ne le put pas. Elle demanda ce qui se passerait si Boyd revenait et la trouvait ici, et Calder répondit simplement qu'ils feraient face à cela ensemble, et ce mot « ensemble » resta suspendu dans l'air gelé entre eux comme une promesse qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. Février apporta un faux dégel, 3 jours de chaleur qui firent fondre la couche supérieure de neige en une boue traîtresse avant que l'hiver ne revienne avec vengeance, et la deuxième nuit, les vieilles blessures de gelure d'Onata s'ouvrirent, le sang suintant à travers ses chaussettes alors qu'elle essayait de cacher la douleur. Calder la trouva dans la cuisine après qu'Annie fut endormie, assise par terre essayant d'atteindre ses pieds et échouant car même sa taille ne pouvait compenser l'angle gênant, alors il s'agenouilla devant elle avec des chiffons propres et de la pommade avant qu'elle ne puisse protester. Onata dit que ce n'était pas convenable, mais elle ne se recula pas, et Calder répondit avec un petit sourire que rien dans cette situation n'était convenable, un veuf et une veuve vivant sous le même toit sans mariage, élevant un enfant ensemble, ignorant toutes les règles que la bonne société avait jamais établies, concluant qu'ils avaient dépassé la bienséance. Il déballa ses pieds avec des mains douces, et elle observa cet homme qui était plus petit qu'elle, plus court qu'elle, plus faible qu'elle selon toutes les mesures de force du monde, et qui pourtant la faisait se sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses doigts tracèrent les cicatrices rouges et douloureuses, disant qu'elle avait traversé l'enfer pour arriver ici, littéralement et autrement, mais quand elle corrigea qu'elle avait fui et qu'elle était lâche, il leva les yeux vers elle pour dire qu'elle avait survécu et que ce n'était pas de la lâcheté mais de la force.
Son souffle se coupa car personne ne lui avait jamais dit cela auparavant, tous ceux qui l'avaient vu fuir l'ayant traitée de chanceuse, de brisée ou de maudite, mais jamais de forte. Alors elle demanda s'il le croyait vraiment, et Calder affirma qu'il croyait qu'elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée et que ses cicatrices étaient la preuve qu'elle avait refusé d'abandonner même quand cela aurait été plus facile. Onata sentit quelque chose se briser en elle, un mur qu'elle avait construit pour contenir le chagrin, et soudain des larmes coulaient sur son visage, et bien qu'elle essaya de les arrêter, Calder se rapprocha et l'enveloppa de ses bras autant qu'il le pouvait étant donné leur différence de taille, et elle s'effondra contre lui. Ce petit homme qui avait inexplicablement de la place pour toute son énorme douleur la tenait alors qu'elle sanglotait qu'elle manquait à Thomas et à son village, qu'elle manquait de savoir qui elle était, et Calder la serra fort, disant qu'il savait, qu'il manquait à Margaret et à l'homme qu'il était avant de la perdre, affirmant qu'ils étaient deux fantômes hantant leur propre vie. Ils restèrent ainsi longtemps, deux personnes veuves se tenant dans l'obscurité d'une cuisine de frontière, partageant un chagrin que personne d'autre ne pouvait comprendre, et quand Onata se recula enfin en essuyant ses yeux, elle trouva Calder la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle le remercia de l'avoir laissé craquer, et il répondit qu'elle avait fait la même chose pour lui sans le savoir, simplement en étant là, en étant vivante, en montrant à Annie que le monde avait encore de la joie, lui donnant une raison de continuer qui n'était pas juste une obligation. Elle voulut lui dire qu'il lui avait donné la même chose, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge, alors à la place, elle tendit la main et prit la sienne, sa paume massive éclipsant la sienne, et serra une fois, et il serra en retour. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux, quelque chose qui grandissait depuis la veille de Noël, depuis le moment où il avait refusé son offre et l'avait fait entrer, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer mais qu'il sentait se renforcer à chaque silence partagé, chaque petite gentillesse, chaque moment de compréhension entre deux personnes qui avaient appris à la dure que la vie pouvait être brutale, courte et désespérément injuste. Mars arriva avec la saison de la boue et l'agitation, la cabane semblant plus petite, l'air entre Calder et Onata chargé de quelque chose d'électrique qui faisait glousser Annie quand elle les surprenait à se regarder à travers la table du dîner. Un soir, après une journée de dur labeur à réparer les clôtures, Annie annonça qu'elle voulait de la musique comme quand sa maman chantait et qu'il dansait, demandant s'il pouvait être heureux comme ça à nouveau, et le visage de Calder montra ce flash de douleur habituel qu'il cacha rapidement en disant qu'il n'avait pas d'instrument. Onata dit doucement qu'elle pouvait chanter une chanson apache que sa mère lui avait apprise, et Annie bondit de joie en suppliant pour l'entendre, alors Onata chanta d'une voix rauque au début mais qui devint plus forte, une mélodie dans une langue que Calder ne comprenait pas mais qui parlait directement à son cœur. Annie attrapa les mains de son père pour danser, et Calder se laissa entraîner dans une valse maladroite autour du petit salon, le rire de sa fille brillant comme des cloches, puis quand la chanson finit, Annie insista pour qu'Onata danse avec papa. Onata cligna des yeux, disant qu'elle ne connaissait pas les danses des Blancs, et Calder admit les oreilles rouges qu'il ne les connaissait pas vraiment non plus mais qu'il trouverait bien, et après un moment d'hésitation et de conscience de franchir une ligne invisible, ils se levèrent tous les deux face à face. Sa hauteur imposante rendait la situation presque absurde, elle disant qu'elle devrait regarder en bas et lui qu'il devrait regarder en haut, et ils sourirent nerveusement avant que Calder ne place sa main sur sa taille et elle la sienne sur son épaule. Ils commencèrent à bouger, maladroits au début à cause de leur taille, mais ils s'ajustèrent, elle se baissant légèrement, lui se tenant plus grand, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux, se balançant à la lueur du feu tandis qu'Annie fredonnait la mélodie apache. Calder pouvait sentir la force dans le cadre d'Onata, la puissance qu'elle contrôlait soigneusement, et sa douceur délibérée lui serra la gorge, alors elle murmura qu'il n'avait pas peur, demandant s'il craignait qu'elle le brise, et il secoua la tête, pensant que sa taille le faisait au contraire se sentir plus en sécurité car elle pouvait se protéger et protéger Annie. Il répondit simplement qu'elle ne le briserait pas, et que même si elle le faisait, cela en vaudrait la peine, ce qui lui coupa le souffle, et soudain il ne dansait plus mais se tenait juste proche, l'espace entrecrépitant de possibilités. La voix d'Annie brisa le moment en demandant si son papa allait l'embrasser, et les deux adultes sautèrent l'un loin de l'autre comme s'ils avaient été pris en faute, la voix de Calder se brisant alors qu'Annie, l'air trop satisfaite, rappelait que sa maman disait que les gens dansaient serrés quand ils s'aimaient, demandant s'il aimait Onata. La question resta suspendue comme de la fumée, et Calder finit par dire oui, qu'il pensait l'aimer, ce qui écarquilla les yeux d'Onata et fit crier de joie Annie, et avant que la peur ne puisse les arrêter, Calder tendit le bras et Onata se pencha, et ils s'embrassèrent, un baiser doux et prudent au goût d'espoir, comme deux personnes brisées découvrant qu'elles pouvaient assembler leurs morceaux déchiquetés. Quand ils se séparèrent, Onata tremblait, chuchotant qu'elle ne savait pas comment faire cela, et Calder admit la même chose mais proposa qu'ils le découvrent ensemble, et Annie enveloppa ses bras autour d'eux autant qu'elle le pouvait, déclarant qu'elle adorait ça et que leur famille était parfaite maintenant. Le mot « famille » se posa sur eux comme une bénédiction,
et tandis que le printemps arrivait dehors, à l'intérieur 3 âmes qui s'étaient perdues dans leurs propres hivers sentaient enfin le premier dégel, bien que ni Calder ni Jonathan aient oublié que Franklin Boyd cherchait toujours et que ce bonheur fragile pouvait se briser. Ils ne savaient juste pas que cela arriverait en avril, par une journée si belle qu'elle semblait se moquer d'eux, et cette nuit-là, Jonathan se fit la promesse que quoi qu'il arrive, elle ne fuirait plus, qu'elle se battrait cette fois. Avril arriva doux et vert, transformant le bassin du Wyoming, et tandis qu'Jonathan jardinait avec Annie sous le regard amoureux de Calder, il vit de la poussière à l'horizon et 3 cavaliers approchant rapidement, sa main allant instinctivement à son fusil. Jonathan vit son changement de posture, reconnut Boyd et pâlit, mais quand Calder ordonna de mettre Annie à l'intérieur, elle refusa de se cacher, déclarant qu'elle ne le ferait plus, alors Calder dit qu'ils feraient face ensemble, et Annie apparut avec son propre petit fusil pour ajouter « tous ensemble ». Franklin Boyd mit pied à terre avec l'assurance cruelle d'un homme à qui on n'a jamais dit non, grand et beau d'une manière méchante, déclarant qu'il la cherchait depuis des mois et qu'il la trouvait jouant à la maison avec cet avorton. Calder s'avança avec son fusil, ordonnant de partir, mais Boyd rit en disant que c'était sa femme qu'il cachait, qu'il l'avait rendue veuve pour qu'elle soit disponible en tuant son mari sauvage et en brûlant son village pour la civiliser. La voix d'Jonathan coupa la tension comme une lame, l'accusant d'avoir assassiné des enfants et brûlé des gens vifs parce qu'elle l'avait refusé, mais Boyd haussa les épaules, disant que c'était de la sémantique et qu'il venait collecter ce qui lui était dû. Calder l'avertit une dernière fois qu'on ne lui devait rien, et quand Boyd tenta de dégainer en se moquant du petit éleveur et de l'indienne, 3 choses se passèrent simultanément, le fusil de Calder se leva, et Jonathan bougea plus vite que prévu, attrapant la main armée de Boyd et la tordant assez fort pour que tout le monde entende les os craquer. Boyd hurla, ses hommes se figèrent en voyant Annie viser avec une stabilité surprenante et le fusil de Calder braqué sur la tête de leur chef, tandis qu'Jonathan disait d'une voix mortellement calme qu'il l'avait faite veuve et lui avait tout pris, mais qu'elle avait trouvé mieux dans les cendres. Elle tordit plus fort, le forçant à genoux, affirmant qu'elle n'était pas à lui et ne l'avait jamais été, et le menaçant de lui faire subir pire que l'incendie de son village s'il approchait encore sa famille. Elle le relâcha, il recula en berçant sa main brisée, et ses hommes l'aidèrent à monter à cheval tandis qu'il crachait que ce n'était pas fini, mais Calder répliqua que si, et que s'il revenait il ne parlerait pas d'abord. Ils partirent vite, et quand ils furent loin, Jonathan, les mains tremblantes maintenant que le danger était passé, dit qu'elle devait partir car elle avait apporté cela à leur porte, mais Calder l'arrêta en prenant ses mains, lui interdisant de fuir alors qu'ils commençaient juste à comprendre leur vie. Annie l'enlaça en la suppliant de ne pas partir, l'appelant « maman », et ce mot arrêta tout, Jonathan regardant la petite fille qui avait pris son cœur et l'homme qui lui avait rendu sa dignité, et elle murmura qu'elle ne fuirait plus. Cette nuit-là, Calder demanda à la veuve géante de l'épouser, sans cérémonie, juste la question simple et vraie, expliquant qu'Annie l'appelait maman, que la maison revivait grâce à elle et qu'il l'aimait sans se soucier des tailles ou du passé. Elle le tira contre elle pour dire oui à tout, et ils s'embrassèrent sous les étoiles, 2 veufs ayant trouvé l'inattendu dans un blizzard. Quand ils se séparèrent, Calder la prévint qu'il n'était pas beau à voir, petit et cicatrisé, mais Jonathan sourit en disant qu'il était réel et vrai, et qu'étant elle-même trop grande et différente avec des ennemis, ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Ils se marièrent en mai avec Annie pour témoin, une cérémonie simple mais sacrée, et cette nuit-là, ils s'unirent avec une tendresse qui les surprit tous les deux, elle demandant si elle allait lui faire mal, lui promettant que non et qu'il lui faisait confiance. Plus tard, enlacée, elle avoua qu'elle n'avait jamais pensé être heureuse à nouveau, et il admit la même chose, mais ils étaient là, et Boyd ne revint jamais, effrayé par la veuve géante et le petit éleveur. Le ventre de Jonathan commença à s'arrondir, Annie était ravie, et quand Noël revint, exactement 1 an après son arrivée, elle décorait le sapin avec sa fille tandis que son mari posait la main sur son ventre, et elle le remercia de l'avoir vue comme une humaine, tandis qu'il la remerciait d'avoir frappé à sa porte. Dehors, la neige tombait douce et propre, rien à voir avec le blizzard tueur de l'an passé, car tout avait changé, 2 personnes brisées avaient construit quelque chose de magnifique sur les décombres, une famille imparfaite mais à eux. Jonathan posa sa main sur celle de Calder sur son ventre, sentant leur enfant bouger, réalisant qu'elle était une veuve qui avait tout offert pour survivre et avait trouvé un homme qui lui avait donné la dignité à la place, et qu'ensemble ils étaient la preuve que la miséricorde pouvait tout changer et que l'amour se moquait des tailles. Le bébé donna un coup de pied et Jonathan sourit car elle était chez elle. Nous voulons avoir de vos nouvelles, alors dites-nous d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en laissant un commentaire ci-dessous, et si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire qui pourrait changer votre façon de voir le monde, car parfois les histoires les plus puissantes sont celles que nous avons failli ne jamais entendre.